Ce qui est du premier cours, donc nous allons avoir une brève présentation, je vais me présenter un peu plus en détail, ma philosophie et mon approche quant à l'enseignement. Nous allons voir la question de qu'est-ce que l'argent, quelques exercices, le système de monnaie-dette, le système financier, et les effets et conséquences du système tel qu'il existe aujourd'hui sur diverses questions comme l'écologie, la stabilité du système en lui-même. Pour le deuxième et troisième cours, ce sera les systèmes monétaires alternatifs, puisqu'on a ici un système dominant. Dans notre cas, qu'est-ce qui existe d'autre qui pourrait fonctionner? Blockchain et crypto-monnaie, ça fait un peu partie de ça aussi, puisque c'est une technologie qui est en plein essor. Et on va terminer le dernier cours par la dimension symbolique et spirituelle de l'argent, et aussi cette question en quête de sens, pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'on a le système monétaire tel qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il est instable? Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer? On va répondre à des questions. Donc les questions du pourquoi sont souvent des questions un peu plus métaphysiques, existentielles. Et donc on va essayer de donner un sens à pourquoi on a le système qu'on a et vers où on pourrait aller à l'avenir. Donc ça c'est pour le programme. La présentation, donc j'ai bien un master en sciences politiques de l'ULB. Je travaille toujours en tant que chargé des politiques pour une ONG européenne qui est en fait, si vous connaissez la Ligue des familles, c'est comme la Ligue des familles au niveau européen. Donc c'est une association citoyenne, on va dire. Et moi je travaille dans tout ce qui est protection des consommateurs, inclusion financière. Et je suis expert, je viens de terminer mon mandat auprès de l'EBA et de EIOPA. Donc l'EBA c'est l'autorité bancaire européenne et EIOPA c'est tout ce qui est assurance et pension. Il y a 3 agences au niveau européen pour tout ce qui est finance et système financier. Et sinon, je suis aussi formateur, conférencier, auteur. J'ai commencé ces activités-là il y a 4 ans. Donc ça c'est un peu pour le contexte. Ma philosophie, alors j'aime bien les choses simples, j'aime pas quand les choses sont un peu trop compliquées, quand on complexifie les choses à outrance. Donc ici, il y a une citation de Noam Chomsky, par exemple, les intellectuels, n'oublions pas de bien intégrer l'idée qu'il faut que les choses paraissent compliquées, sinon à quoi servent-ils? Un autre quote de Henry Ford: si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Et puis une citation de mon cru: ce serait terrible si les choses étaient simples, tellement de gens dépendent du fait qu'elles soient compliquées. Donc voilà, c'est vraiment ma philosophie, une approche de simplicité, d'exemples, d'exercices pratiques, d'expériences de pensée, de métaphores, d'allégories. Donc c'est pas, j'ai pas envie de vous donner un cours ultra technique avec beaucoup de formules mathématiques sur la finance, mais vraiment qu'on comprenne l'essentiel. Alors pourquoi c'est important de s'intéresser aux questions de finance? L'argent, elle est au centre de toutes les discussions, notamment en politique, où la question de mais qui va payer finalement, elle est au centre à chaque fois. Donc on dit ah c'est bien beau tout ça, et moi en tant que quelqu'un qui travaille pour une ONG, je suis confronté à ce genre de choses tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une liste comme ça de propositions que tout le monde adore, et puis quand il faut passer à la caisse, on dit désolé mais il n'y a pas d'argent, merci beaucoup pour vos propositions, mais ça ne sera pas possible. Un autre quote ici d'un trader assez connu: l'argent est la force laïque la plus puissante et la plus omniprésente sur la planète, pourtant, pour la plupart, il est une source de mysticisme et de mystère. Et il est vrai que assez peu de personnes comprennent finalement, mais qu'est-ce que l'argent? Tous les éléments que je voulais présenter aussi dans la définition standard, que vous retrouvez dans les manuels d'économie, c'est-à-dire que l'argent a 3 caractéristiques. C'est donc bien un intermédiaire dans les échanges, une réserve de valeur et une unité de compte. Mais le problème, c'est de savoir comment ça se fait que l'argent acquiert ces caractéristiques. C'est un peu comme dire une voiture, il y a un volant, il y a 4 roues, il y a des sièges. Vous donnez une définition d'éléments, mais vous ne dites pas à quoi ça sert, dans quel contexte, etc. C'est vraiment une manière un peu bizarre de définir l'argent, d'autant qu'on ne sait pas d'où viennent toutes ces choses. Alors, intervenir dans les échanges, ça, je me repose sur David Graeber, qui est un chercheur assez connu dans ce domaine-là, qui a écrit un livre 5000 ans, la dette, 5000 ans, et qui part du principe que donc c'est imposé. Donc dans la grande majorité des cas, lorsque vous avez une monnaie qui est universellement reconnue dans un pays, c'est par la violence et c'est un État, c'est un pouvoir centralisé qui a dit ça maintenant c'est la monnaie. Donc un intermédiaire dans les échanges, si vous devez payer vos impôts dans la monnaie du roi, vous n'avez pas le choix. Vous avez intérêt à vous procurer cette monnaie, et donc graduellement ça devient la référence, parce que bien sûr il y avait d'autres options. Il y a pas mal d'années, des milliers d'années, il y avait des sociétés qui s'organisaient, qui créaient leur monnaie. Il n'y en avait pas qu'une seule.
Et donc l'intervenir dans les échanges, c'est soit à plus petite échelle une communauté qui se met d'accord, soit quand c'est à plus grande échelle, c'est souvent un pouvoir centralisé qui dit maintenant, ça c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Une réserve de valeur, ça c'est comme vous avez dit, l'argent n'a que la valeur qu'on lui donne, oui et non, ça on verra aussi un peu plus tard. Et l'unité de compte, en fait, ça vient simplement du fait que c'est des chiffres. Donc forcément, vous savez compter avec. Par exemple, vous avez un tableau d'un peintre reconnu, ça peut être une réserve de valeur, mais c'est difficile comme unité de compte. Vous ne pouvez pas dire je vous donne un quart de tableau, ça ne marche pas très bien. Avec l'or, c'est déjà un peu plus possible, mais quand même, si vous devez payer votre pain avec un lingot, vous n'allez pas gratter quelques miettes de votre lingot pour payer votre pain. Mais ça, c'est quand même une réserve de valeur. Donc, il y a certaines choses, certains moyens de paiement, par exemple, qui cochent diverses caractéristiques, mais pas toutes. Donc l'argent tel que l'on a, tel qu'il existe aujourd'hui, donc les euros, normalement coche donc ces trois caractéristiques. Donc ça, on va voir un peu plus tard comment ça se fait qu'il acquiert ces caractéristiques. Alors, ensuite, il y a la question de savoir, mais ok, l'argent en banque, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on ouvre son compte, on voit une petite ligne, on voit le montant qu'on a, d'où vient ce montant, comment est-ce qu'il a été créé, et là, il y a ce qu'on appelle le modèle de la réserve fractionnaire. C'est cette espèce d'histoire où il y a quelqu'un qui arrive avec un billet de 100, il le dépose à la banque, elle met 10 euros en réserve, elle prête 90 euros à quelqu'un, cette personne dépose les 90 euros en banque, la banque fait la même chose, etc. Et comme ça, elle multiplie l'argent avec une espèce de dépôt de base, vous pouvez démultiplier la masse monétaire. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est que c'est une histoire, c'est intuitif, mais c'est totalement inexact. Déjà, il y a le problème d'où vient le dépôt initial, d'où viennent les tout premiers 100 euros. Qui l'a créé? C'est l'État qui l'a imprimé? Comment ça se passe? C'est quelqu'un qui a déposé un lingot d'or? C'est vraiment la source même d'où vient l'argent, comment il a été créé à la base. Et ça, c'est un peu mystère, personne ne sait. Donc c'est ça qu'on va un peu démystifier ensemble. Donc les références en la matière, donc il y a la Banque d'Angleterre qui a publié un article en 2014, la création monétaire dans l'économie moderne du XXIe siècle, qui a un peu reconnu en fait que c'était pas du tout le modèle de réserve fractionnaire qui était la source de la création monétaire. Et puis vous avez d'autres économistes aussi qui ont pas mal creusé la question, comme Steve Keen, Richard Werner, Bernard Littard, des références dans le domaine. Donc voilà, mais on va vraiment voir toutes les bases, comme ça va être très simple. Donc la définition la plus simple de l'argent, ça c'est la mienne, c'est que l'argent est une promesse sous forme d'une dette. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une espèce d'obligation sociale de rendre un service en retour d'un service rendu. Donc l'argent est la formalisation d'une dette sociale traduite en valeur numérique abstraite, émise par une banque qui a le droit de faire exécuter la dette. Ça, c'est vraiment ma définition de l'argent tel qu'on l'utilise aujourd'hui ici dans notre contexte. Donc dès que vous sortez un billet de 10 euros ou que vous regardez l'argent que vous avez sur votre compte, c'est ce genre d'argent-là. Donc on va voir en détail cette définition-là, on va la creuser pour bien comprendre ce que c'est. Ça paraît difficile à comprendre et pourtant c'est très très simple. Donc l'argent est une dette, une promesse de paiement ou un je te dois. En anglais on dit IOU, vous retrouverez ces expressions-là souvent en économie en anglais, échangé entre individus. Donc un exemple très simple, c'est imaginez vous avez deux personnes. Vous avez un ami par exemple, vous avez besoin d'aide pour déménager. Votre ami vient vous aider pendant 3 heures. Il y a une dette sociale qui est créée entre vous. Votre ami vous doit 3 heures de son temps. Enfin, vous devez 3 heures de votre temps à votre ami plutôt. Voilà, puisque votre ami vous a rendu un service. Mais vous pourriez formaliser cette dette sociale en prenant un petit bout de papier, en écrivant dessus « Je te dois 3 heures de mon temps » et lui donner le petit bout de papier. Eh bien, ce faisant, vous avez créé de l'argent. C'est ça de l'argent. C'est-à-dire que c'est la promesse d'un service que vous allez rendre en retour d'un service qu'on vous a rendu. Donc la première chose, effectivement, c'est vous ne pouvez pas utiliser ces types de bons pour demander un service à un tiers. C'est un peu compliqué. Le problème, c'est la confiance. C'est-à-dire que là, vous avez reçu donc, ce bon de 3 heures,
vous voulez demander à une personne de laver vos vitres pour 3 heures du temps de votre ami, ben déjà ils ne se connaissent pas, puis ils ne connaissent pas les compétences de votre ami, donc voilà. Ben, ça ne se fait qu'entre personnes qui se font confiance. Donc il y a l'acceptabilité, la confiance, l'universalité, donc c'est une des différences entre l'argent d'une banque et une promesse faite entre particuliers. Vous avez aussi l'unité, c'est-à-dire que là, les euros, c'est une unité abstraite quelque part, c'est pas quelque chose de concret, alors que si vous mettez 3 heures de mon temps, c'est 3 heures de mon temps, c'est pas quelque chose d'abstrait. Si vous mettez juste je te dois 3, bah, ça ne veut rien dire pour votre ami. Il y a l'échéance aussi. C'est-à-dire que là, sur votre bon, il n'est pas mis je te dois 3 heures de mon temps en déant les 1 mois. Ou il n'y a pas d'expiration quelque part à cette promesse-là. Il y a la notion d'intérêt qui n'existe pas, c'est pas 3 heures de mon temps plus 10% d'intérêt, et si tu ne payes pas, alors les montants augmentent avec le temps. Et puis, il y a, vous parliez de légitimité, l'exécution forcée. C'est-à-dire que si vous faites un petit bon à votre ami 3 heures de mon temps, voilà, puis qu'il vient vous réclamer et vous dites « Ah non, mais finalement, on n'est plus amis, ça ne m'intéresse pas », ben, il n'y a pas quelqu'un qui va venir sonner à votre porte et vous forcer à exécuter votre promesse. Ce qui est différent avec une banque. C'est-à-dire si vous ne remplissez pas la promesse que vous avez faite de rembourser un certain montant, elle va venir saisir vos biens, puis peut-être même votre maison, etc., vous mettre sous tutelle, toute une série de procédures comme ça, qui font que une promesse faite à une banque n'a pas la même valeur qu'une promesse faite à un ami comme ça, sur un petit bout de papier. Et donc effectivement, la banque sert d'intermédiaire universel, on peut dire, entre particuliers qui veulent se rendre des services mutuels. Attendez, je vais juste enlever ce petit truc ici, parce que voilà, ça prend un peu de place. Voilà. Donc vous avez 2 personnes. Un veut planter un pommier, l'autre veut planter un poirier. Mais ils ont besoin l'un de l'autre pour faire ce genre d'activité. Et donc la banque émet des bons pour 3 heures de travail d'une autre personne qui reçoivent tous les 2. Hop, ils s'échangent mutuellement les bons pour venir respectivement planter leur arbre. Donc ils sont contents, ils ont chacun un pommier, un poirier. Et puis ils rendent les bons à la banque pour qu'ils soient détruits. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous remboursez de l'argent, c'est comme si vous preniez des billets et vous les balanciez dans une cheminée qui partaient en fumée. Évidemment, c'est figuratif, ce n'est pas littéralement ce qui se passe, mais quand vous prenez un crédit, il y a de l'argent qui est créé à partir de rien, et quand vous remboursez un crédit, l'argent est détruit. Il n'existe plus dans l'économie. D'accord ? C'est un peu compliqué à se réaliser comme ça, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que une fois que vous avez rendu les 3 heures de service à votre ami, il déchire le petit bout de papier et c'est fini. Le bout de papier n'est plus. D'accord ? Ça, c'est super important à comprendre. Et donc, c'est une institution qui émet des bons universellement acceptés pour échanger des biens, des services, en utilisant des nombres abstraits pour représenter la valeur. Ok ? Et donc, la banque est le seul organisme qui peut créer de l'argent sous forme de dette. Et il se porte garant de l'exécution forcée d'une dette ou d'une promesse. Et donc ça, c'est bien aussi le privilège qu'ont les banques, c'est qu'elles sont les seules à pouvoir créer de l'argent dans notre système financier actuel. Alors, le modèle, je l'ai super fort simplifié évidemment, c'est beaucoup plus complexe en réalité puisque les personnes qui empruntent ne sont pas seulement des particuliers, ça peut être aussi des entrepreneurs, des entreprises, des employeurs. Et donc dans ce cas-ci, la banque émet un prêt à un employeur qui va utiliser cet argent pour investir dans sa société, pour créer des produits, puis il va rémunérer ses travailleurs avec des salaires qui vont aller dépenser dans l'économie pour acheter ces mêmes produits. L'argent va revenir à l'employeur et l'employeur va le payer, rembourser l'argent emprunté à la banque qui sera détruit et donc vous continuez le cycle comme ça indéfiniment. Donc vous pouvez complexifier le système tout le temps de plus en plus avec la façon dont l'argent circule dans l'économie, mais c'est toujours, à chaque fois, l'origine, il y a une création de monnaie à travers une dette, l'argent circule dans l'économie un certain temps, et puis il y a la destruction de l'argent à fur et à mesure que l'argent est remboursé. Ça, c'est universel. Mais après,
le cycle que l'argent, le tour que fait l'argent dans l'économie, ça peut être très 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 complexe. Ok? Ça va jusque-là? Super. C'est une question qui est peut-être trop précoce. Actuellement, c'est la Banque centrale européenne qui crée l'argent, mais là, ce sont les banques locales. Uniquement les banques privées. La Banque centrale ne peut pas créer de l'argent de la même façon que les banques privées. En fait, la Banque centrale, ça c'est vraiment quelque chose d'un peu à part, hein, mais la Banque centrale peut créer de l'argent en achetant des actifs sur le marché financier. Donc, par exemple, elle peut acheter des bons d'État à l'État, et en achetant ces bons d'État, l'État il a de l'argent maintenant, parce que c'est lui qui les a émis. Ou elle peut acheter des titres en bourse. Et donc là, elle injecte de l'argent dans l'économie à travers ça. Et puis quand elle revend ces titres, elle récupère l'argent qu'elle a créé. Donc c'est une manière de créer de l'argent totalement différente et très très unique. Hein. C'est pas du tout la même façon que les banques privées. Mais il faut savoir que plus de 95% de l'argent en circulation, on va voir plus tard, c'est de l'argent créé comme une dette par des banques privées. Donc la Banque centrale joue un rôle très marginal là-dedans. Et l'argent n'est pas injecté de la même manière, puisqu'il arrive directement dans les poches soit des États, soit des personnes qui détenaient les titres qui ont été achetés par la Banque centrale. Donc l'argent ne rentre pas dans l'économie de la même manière, et donc ne circule pas dans l'économie de la même manière quand c'est une banque centrale qui le crée. Vous dites banque privée, une banque nationale Non, pas les banques. Donc les banques centrales, non. Les banques privées, c'est BNP Paribas, ING, je sais pas moi, Crélan. Pardon? Pas la Banque nationale de Belgique. Non. Vous ne pouvez pas prendre un crédit hypothécaire à la BNB. Non, ça va. Voilà. Ni un crédit à la consommation d'ailleurs. Donc voilà. Alors, maintenant il faut introduire le concept de comptabilité double. Donc la comptabilité double, c'est que quand vous créez votre petit bout de papier, je te dois 3 heures de mon temps, il n'y a qu'un petit bout de papier, c'est tout. Quand une banque crée de l'argent, il y a d'un côté les dépôts, donc l'argent qui a été créé comme, je sais pas moi, 300 € en billets de banque, et moins 300 € qui représentent le crédit. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit tout le temps être équilibré. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un contrat de dette. Hein, c'est la dette que vous avez signée comme un crédit à la consommation. Vous avez un contrat où il est marqué vous devez autant. Okay? On va dire que ça représente moins 300. C'est un bout de papier qui dit voilà, cet argent-là doit être détruit. Et puis de l'autre côté, vous avez l'argent qui va être versé sur votre compte. C'est plus 300. D'accord? Et ces deux choses doivent être à l'équilibre à chaque fois. Donc l'argent créé d'un côté et la dette qui correspond à l'argent créé. Ok? Est-ce que c'est compris ça? Ça va? Donc c'est la comptabilité double, ça doit toujours être à l'équilibre. Donc par exemple ici, un banquier prête 100 € à chacun, là ici, celui-là c'est un pêcheur, il a 5 poissons, ici 5 pains, 5 maïs, il se les échange, et puis après hop, ça retourne à la banque. Mais en attendant la banque, quand vous regardez son bilan, donc quand vous regardez la banque, vous essayez de voir qu'est-ce qu'il y a dans la banque. Dans la banque, il y a 3 fois 100 € de crédit, donc des papiers que vous avez signés pour dire je dois 100 €, et 300 € de dépôt. Et ces deux choses s'annulent. Ok? Ensuite, la comptabilité double, donc elle s'annule, mais pas en même temps. Pas en même temps. C'est-à-dire certaines échéances. Donc pour la banque, c'est très important que ces deux choses-là soient à l'équilibre, et c'est de là que viennent toutes les crises bancaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une banque est en déséquilibre par rapport à sa comptabilité double et son bilan, elle peut entrer en faillite. Par exemple, imaginez ici ces crédits, il y a 50% des personnes là font faillite, font défaut de paiement sur leur crédit. Tout d'un coup, ici, il y a un trou et là, c'est déséquilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a autant de dépôts et il n'y a pas assez de crédit pour compenser les dépôts. En fait, les plus 300 € de dépôt, donc quand vous allumez votre PC, vous allez sur votre e-banking, vous avez 300 € par exemple qui s'affiche, c'est de l'argent que la banque vous doit. Okay? En fait, Richard Werner dit que les dépôts, c'est une promesse de mise à disposition d'argent. Donc ça veut dire que vous avez le droit de réclamer à la banque 300 € en cash. Donc elle vous promet de mettre cet argent à disposition si vous le demandez. C'est une dette que la banque a envers vous. Et de l'autre côté, il y a les 300 € de crédit. Ça, c'est l'argent que vous devez à la banque.
Et ces deux choses-là doivent toujours être en équilibre. Donc ça représente donc ce qu'on appelle les passifs, ça veut dire les dettes quelque part de la banque. Et ça représente les actifs, les crédits, c'est les ressources de la banque. Puisque un crédit, pour une banque, c'est une ressource. C'est de l'argent que vous lui devez. Les dépôts, c'est un passif pour une banque, puisque c'est de l'argent qu'elle vous doit. Vous voyez? Et ces deux choses-là doivent être à l'équilibre, sinon une banque pourrait faire faillite. S'il y a un déséquilibre entre ses actifs et ses passifs, les dépôts, et ici, dans ce cas-ci, les crédits. Est-ce que c'est bien compris tout ça? Très important aussi à comprendre. On n'y va pas à pas. Hein. Ça va? Oui? Ok. Pourquoi ça s'appelle les mots passifs et actifs? Donc actif, ça en fait c'est du jargon financier, mais passif, disons que c'est vraiment quelque chose qui vous pèse quelque part, hein, c'est une dette ou quelque chose qui vous limite, et actif c'est une ressource, si vous voulez, c'est quelque chose qui est bon pour vous, voilà. Donc on dit souvent, une société par exemple a à son actif toute une série de machines par exemple, je sais pas moi, son portefeuille client, ses commandes, etc. Et puis il y a son passif, et là toutes ses dettes, toutes ses promesses envers d'autres personnes, voilà. C'est une façon de voir les choses en comptabilité, pour voir quelles sont les ressources et quelles sont les choses que vous devez à d'autres personnes. Alors ensuite il y a le fameux bol de spaghettis, qui est en fait l'enchevêtrement des actifs et des passifs des banques respectives. Et c'est ça qui fait la complexité crasse de notre système bancaire, c'est qu'en fait les banques, elles peuvent vendre les crédits qu'elles octroient, comme sous forme de produits financiers, donc ces crédits parfois circulent, ces contrats de crédit circulent, ils sont parfois vendus. D'ailleurs la crise de 2008 a été déclenchée par des produits financiers de ce type-là, c'est-à-dire des banques qui font crédit à un peu n'importe qui, hypothécaire, puis ces crédits sont mis dans une espèce de gros produit financier, découpés en petits morceaux, revendus sur les marchés financiers à des fonds de pension, à plein d'investisseurs, et puis ensuite on se rend compte que ça vaut rien. Mais donc, les crédits circulent et les dépôts circulent aussi, puisque vous envoyez de l'argent à ING, puis quelqu'un de ING envoie de l'argent à BNP Paribas, etc. Vous comprenez? Donc tout ça circule, et donc vous avez en fait une espèce d'enchevêtrement super compliqué où on ne sait plus vraiment où sont les actifs, où sont les passifs. Les banques s'arrangent juste pour être sûr que de leur côté, il y ait toujours un bilan qui soit à l'équilibre, plus ou moins à l'équilibre, entre les dépôts et entre les actifs qu'ils ont et les passifs. Donc, quand vous envoyez 100 € d'une banque, par exemple BNP Paribas, à ING, pour que ING accepte de recevoir les 100 €, il faut que la banque d'origine lui envoie des actifs à hauteur de la valeur des dépôts que vous lui envoyez. Sinon, elle ne va pas accepter, parce qu'elle se dit, moi je vais prendre sur moi une dette envers mon déposant, de lui donner 100 €, mais vous ne m'avez rien donné en contrepartie. C'est comme si vous aviez deux personnes, et vous devez de l'argent à quelqu'un, et vous dites, tiens, je te passe ma dette. Vous n'allez pas l'accepter quand même. Ça ne va pas, ça. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le clearings and settlements. Donc, c'est toute la procédure qui fait qu'au bout d'une journée, les banques regardent comment ont bougé tout l'argent dans l'économie et règlent leur compte en disant, bah, tiens, moi j'ai reçu 20 000 € de plus de dépôts que toi. Donne-moi des ressources à hauteur de 20 000 € pour compenser cet afflux de dettes que moi j'ai envers des personnes qui pourraient me réclamer. Et là, on en vient à donc, la Banque centrale. Il y a ce qu'on appelle la monnaie banque centrale, qui est une monnaie spéciale utilisée que par les banques, qui est comme une espèce de droit à demander des billets à la Banque centrale s'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de monnaie symbolique comme ça, que les banques s'envoient en même temps que les dépôts, pour que leur bilan soit toujours à l'équilibre. Mais à cause de cette complexité-là, c'est tellement compliqué que lorsqu'une banque fait faillite, comme c'était le cas pour je crois que c'était Dexia ou Fortis, un truc comme ça, vous êtes obligé de la sauver. Puisque si vous ne la sauvez pas, on ne sait plus qui doit de l'argent à qui, il y a de l'argent qui ne va pas être détruit dans l'économie, il y a des dépôts qui ont été détruits, ça crée une pagaille pas possible.
Et donc, dans le cas où une banque fait faillite, quelqu'un doit d'office reprendre à sa charge tous les crédits qu'ils ont accordés pour être sûr que l'argent va être détruit dans l'échéance qui a été établie. Et évidemment, tous les dépôts aussi, puisque sinon, vous avez aussi de nouveau un trou dans l'économie. Et donc, ça peut créer une crise au niveau de toutes les banques, un effet de contagion. Et donc, c'est de là aussi que partent toutes les tentatives de réformer le système bancaire et financier qui ont plutôt échoué après la crise de 2008, puisqu'on a vu que si une banque avait des gros soucis, en fait, elles avaient toutes des gros soucis. Parce que tout est interconnecté, interrelié, et tout est interdépendant de cette manière-là. Vous voyez ? Puisqu'il y a cette espèce d'enchevêtrement entre actifs et passifs entre toutes les banques, comme un bol de spaghettis, vraiment. Donc c'est presque impossible de démêler le rôle, en fait, des banques là-dedans. Oui. Par rapport à la Banque centrale, vous disiez que c'était une monnaie particulière que les banques pouvaient utiliser. Cette monnaie est garantie par quoi? Ça, c'est effectivement, elle n'est pas garantie par quelque chose. En fait, c'est simplement que la Banque centrale promet de vous donner l'équivalent en cash, quoi, si vous voulez, s'il y a un problème ou quoi. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais la valeur réelle de la monnaie, on va y venir tout à l'heure. Hein. Pourquoi est-ce que l'argent a de la valeur? Vous verrez que le fait que c'est une monnaie de dette joue un rôle prépondérant là-dedans. Alors, je vais vous faire un autre exercice qui va être intéressant, où on va parler des intérêts. Et comme ça, vous allez aussi réfléchir à la façon dont le système fonctionne. Donc, voici un cas de figure. Donc, il y a deux personnes dans une économie. Imaginons une économie où il y a juste deux personnes et une banque. La banque prête 100 € à Alice, à 10% d'intérêt à payer pour la fin du mois. Alice paye Bob, donc la deuxième personne, 100 € pour de nouvelles chaussures. Comment Alice fait-elle pour rembourser sa dette? Effectivement, il faut réemprunter. C'est la seule solution. C'est-à-dire qu'il faut refaire un nouveau crédit pour rembourser le crédit actuel, plus les 10 € d'intérêt, et ainsi de suite, à l'infini. En fait, un système de monnaie-dette fonctionne avec un refinancement du crédit, mais à l'échelle globale, hein, à l'infini. Vous remboursez les vieux crédits, les anciens crédits avec les nouveaux crédits, et puis vous faites la même chose, et ça jusqu'à l'infini. Et ça, c'est assez mal compris, puisque aujourd'hui, on en fait presque une campagne politique en disant on va se désendetter, on va rembourser notre dette. Mais en fait, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas rembourser votre dette. Si vous remboursez toute votre dette et que vous ne réempruntez pas derrière, vous avez détruit tout l'argent qu'il y a dans l'économie. Si aujourd'hui tout le monde devait rembourser toute la dette, déjà il n'y aurait pas assez d'argent puisque les intérêts, il n'y a pas assez d'argent pour payer les intérêts. Et en plus, il n'y aurait plus d'argent d'économie, plus personne n'aurait rien sur son compte en banque. Donc ce système ne fonctionne qu'avec un refinancement à perpétuité. Vous voyez? Donc vous prêtez à 10% de taux d'intérêt, vous avez votre dette et puis vous devez rembourser 110. Vous utilisez le nouveau crédit de 110 pour rembourser les 10 € en plus et vous avez 100 € et vous répétez ça à l'infini. Alors, le seul petit problème, c'est que si vous avez par exemple, ici, si le pêcheur il a toujours ses 10 poissons, elle a 10 pains et lui il a 10 maïs, mais que la dette, elle augmente tout le temps et qu'il faut tout le temps réemprunter plus, en fait, vous avez d'un côté la masse monétaire qui explose, la dette qui explose et le nombre de biens et de services dans l'économie qui stagne. Ça crée des déséquilibres dont on va parler juste ici. C'est le concept de croissance et de productivité. Donc, on n'utilise pas le crédit pour juste payer ses vacances à Hawaï. Très mauvaise utilisation du crédit. En fait, le crédit, normalement, la dette, ça doit être un investissement productif. C'est-à-dire que là, le pêcheur, il utilise la moitié de l'argent qu'il a emprunté, il va l'utiliser pour s'acheter un nouveau bateau, et l'autre moitié peut-être pour s'acheter du pain et du maïs. Mais pas tout. Le fermier va s'acheter un nouveau tracteur, et la boulangère va s'acheter un nouveau four. Et ils vont pouvoir produire plus de biens. Et donc si vous avez la dette qui augmente, mais qu'en proportion, vous avez le nombre de biens et de services dans l'économie qui augmente, alors ça va. Si vous devez rembourser, par exemple, imaginez, vous devez rembourser 100 €, mais que vous avez une maison d'une valeur de 90 €. Vous avez un certain ratio entre vos actifs, ce que vous possédez, et la dette que vous avez. Si vous devez rembourser 300 € et que vous avez une maison qui vaut 270 €, c'est plus ou moins comparable. Voyez ?
Si vous devez rembourser 300 € mais que vous avez une maison qui vaut 50, là ça commence à plus vraiment aller. Et donc, c'est pour ça que dans un système de monnaie-dette, on vous rabâche tout le temps le ratio entre le PIB et la dette. Et d'ailleurs, c'est dans le traité de Maastricht. Donc, les pays de l'Union européenne, normalement, ne peuvent pas dépasser un certain seuil de dette comparé à leur PIB. Ce n'est pas un seuil de dette en tant que tel, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas le problème de l'endettement d'un pays au montant de la dette. On ne vous dit pas « Oh mon Dieu, la France, elle a emprunté, elle est endettée à hauteur de, je sais pas, 300 milliards ou 600 milliards ». On dit plutôt la dette de la France a dépassé les 100% du PIB ou les 110% du PIB. Puisque c'est vraiment à ça qu'on mesure s'il y a une déconnexion entre création de valeur et endettement d'un autre côté. Et que ces deux choses-là doivent être en adéquation. Et donc, le système monétaire actuel est donc un refinancement de la dette à l'infini, et il y a donc une dépendance à la croissance économique. C'est impossible de faire ça, en fait. Puisque dès que vous vous dites, ben non, en fait, il faut 0% de croissance parce qu'on a dépassé les objectifs de je ne sais pas trop quoi, en fait, si vous devez payer 5% d'intérêt sur votre dette et que vous devez la refinancer, ben à un moment donné, ça va va plus être pérenne. Vous ne pourrez plus rembourser votre dette. Ça va plus être possible. Ça va créer des distorsions économiques énormes dans le système. Vous comprenez ? Ça va ? Donc il y a une dépendance aussi aux banques et au crédit, dans notre système monétaire, et la stabilité de l'économie dépend d'une croissance parallèle de l'économie et de la masse monétaire. C'est mis à plein de soucis. On peut parler d'inflation, de déflation, de diverses crises, et donc l'indicateur qu'on choisit toujours, c'est le ratio entre la dette et le PIB. Donc là, par exemple, vous avez les triangles, les rectangles bleus représentent les nouveaux crédits accordés chaque année, par exemple. Ici, c'est le temps. Okay, donc, par exemple, à l'année X, je sais pas moi, à l'année 2008, il y a autant de crédits qui ont été accordés. L'année 2009, il y a autant de crédits qui ont été accordés. Et s'il y a une année où il y a moins de crédits qui sont accordés, alors ça crée une crise. Puisque vous n'avez pas assez d'argent dans l'économie que pour honorer les promesses d'avant. Vous voyez, ça doit tout le temps croître et de façon stable. Et là, vous avez par exemple ici donc le vert, on va dire que c'est le PIB, et les flèches oranges représentent la destruction de monnaie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ici, cette dette-là, cet argent qui a été créé, va être détruit régulièrement, à échéance régulière, puisque c'est le rythme de remboursement de votre crédit, tout simplement. 20 ans, 30 ans, avec 1 000 € par mois ou 2 000 € par mois. Vous voyez ? Donc il faut tout le temps réinjecter de l'argent frais dans l'économie. Et donc les crises économiques surviennent quand les dettes ne peuvent pas être remboursées entièrement. Donc les dettes ne peuvent jamais être remboursées entièrement. De plus, si le crédit n'est plus accordé, l'économie ralentit et alors c'est le crash aussi. Donc on essaie toujours que les banques continuent à prêter. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Quitte à donner des garanties en plus, etc. Donc on a vu par exemple pendant la période Covid, il y a eu d'un côté les mesures de flexibilité pour pouvoir dire ben, on ne rembourse pas pendant 6 mois, et de l'autre côté des garanties que les États ont accordées à plein d'entreprises pour dire aux banques de continuer à leur prêter de l'argent. Parce que sinon c'était trop risqué. Vous n'allez pas prêter à quelqu'un qui est dans l'Eureka alors qu'il n'y a personne qui vient. Vous n'allez pas prêter à un cinéma qui a besoin de refinancer ou d'investir ou de faire quoi que ce soit s'il n'y a plus personne qui vient regarder des films. Mais donc ça pourrait faire cracher l'économie. Et donc le plus important, c'est que ça continue, l'argent continue à circuler. Sinon, c'est fini. Et donc vous avez une tentative d'avoir des mesures alternatives au PIB, comme par exemple le Gross National Happiness, indicateur de développement humain, Better Life Index, indicateur de progrès authentique, etc., etc. Vous en avez de plus en plus. Sauf que le problème, c'est que tant que vous êtes dans un système de monnaie-dette, la seule chose que les gens vont regarder, c'est le PIB et la dette, c'est tout. C'est une vision très étriquée, malheureusement, de l'économie, mais c'est un impératif à cause de ce système de monnaie-dette et de la façon dont l'argent est créé. Sinon, ça crée des distorsions. Et donc, on va toujours regarder ces trucs-là en deuxième. D'abord, le PIB. Alors, il y a des graphiques vraiment qui montrent ça de façon exemplaire. Ici, c'est valable pour... Là, ici, c'est dans le cadre des États-Unis, mais c'est valable pour bien d'autres pays aussi, hein, l'Espagne, je crois qu'il y a eu le Japon aussi, où ce genre d'étude a été faite.
Mais donc c'est la corrélation entre l'injection de crédit dans l'économie et le taux de chômage. Donc vous avez en rouge la fluctuation au niveau de l'octroi de nouveaux crédits. Donc vous voyez ici par exemple que le montant d'octroi de crédit en termes de pourcentage du PIB descend, okay, et en même temps le chômage monte. Et lorsque les crédits de nouveau augmentent, le chômage baisse. Et c'est une corrélation de 0,94 si mes souvenirs sont bons. Donc je veux dire, on ne peut pas faire mieux en termes de corrélation. Et donc vous voyez en fait que la santé économique en fait est liée d'un pays, est liée très 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 étroitement au fait que les banques prêtent tout simplement. Et évidemment, ce qu'on fait avec ces prêts, ce qui est réalisé avec ces prêts. Si évidemment tout le monde part aux Bahamas avec un crédit à la consommation, ça ne va pas spécialement aider l'économie, autant que des milliers d'entreprises qui achètent pour acheter de nouvelles machines, pour embaucher des travailleurs, pour accroître leur capacité de production, etc. Mais donc, vous voyez qu'il y a vraiment une corrélation très 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 importante entre ces deux indicateurs. Ce serait un idéal que les deux courbes soient beaucoup plus parallèles. Ben, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien. C'est-à-dire que quand on parle de chômage, quand avez-vous entendu parler d'un politicien qui dit il faut encourager les banques à prêter plus? C'est pas ça qu'on dit, hein. On dit oui, on va mettre en place des mesures de réaffectation, on va réentraîner on va former les chômeurs, on va faire des trucs à l'incitation à l'emploi, de je sais pas quoi. En fait, l'indicateur le plus important pour savoir, pour modifier, pour avoir un effet en fait sur le taux de chômage, c'est le crédit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait continuellement une injection de crédit dans l'économie. Sauf que le problème, c'est que les banques, ce n'est pas les États qui appellent les banques en disant prêtez plus. C'est-à-dire que les banques, elles ont leur propre logique pour dire est-ce qu'on prête ou pas. Et c'est surtout en fonction du risque que les banques perçoivent en fait dans l'économie. C'est-à-dire que quand elles perçoivent que l'économie, il y a un risque de crash ou de trucs comme ça, leur réflexe est de se contracter, d'arrêter de prêter. Ce qui ne fait qu'exacerber le problème en fait. C'est ça qui est un peu problématique. Et en même temps, quand elles voient que l'économie tourne bien, alors elles lâchent plus de crédit, ce qui crée un effet d'entraînement et d'exagération en fait. Et de là vient souvent les économies qui sont trop échaudées, c'est-à-dire qu'on donne du crédit un peu à n'importe qui parce qu'on se dit tout va bien, mais à un moment donné il y a une limite. Et donc c'est pour ça que vous voyez en fait que ça fluctue tout le temps en fait. Il y a des cycles en fait où finalement les banques prêtent trop, ça crée trop de choses, trop d'échauffement dans l'économie doit ralentir, ça crache. Vous avez le chômage qui augmente et puis ensuite le crédit reprend et puis le chômage baisse. Donc voilà, malheureusement c'est pas le système le plus stable en tout cas. Qu'on ait trouvé. Et ça, c'est simplement parce qu'on essaye en partie de créer de la stabilité artificielle alors que le monde est naturellement instable et fluctuant. Donc les conjonctures, il y a plein de choses qui peuvent arriver, les catastrophes naturelles, etc. Mais si vous regardez le système tel qu'il fonctionne, votre remboursement de crédit n'est pas lié au beau temps, au mauvais temps, à la récolte et compagnie. Tous les mois, vous devez rembourser vos 1000, 1500, quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait une inondation, quoi. Et ça, c'est très très artificiel quelque part. C'est pas du tout la manière dont fonctionne la nature, l'univers, la réalité. Mais donc vous essayez après de transformer toute la réalité, toute l'activité humaine pour correspondre aux besoins d'un système, qui est le fait qu'il faut cette stabilité, ce rythme dans l'économie. Autre chose qui est peut-être un peu complexe, mais je vais toucher à ça un peu plus tard, c'est que la quantité de monnaie dans l'économie doit correspondre à la disponibilité des biens et services dans l'économie. Donc, lorsque la dette est remboursée, l'argent est détruit et les biens et services, surtout les biens qui ont été créés avec cette dette, devraient également partir de l'économie d'une certaine manière. Donc par exemple, si une entreprise emprunte 1 million d'euros pour créer des machines à laver, elle va devoir rembourser son million d'euros sur 20 ans, on va dire. Mais donc cet argent n'existe plus après 20 ans dans l'économie. Cet argent initial.
Par contre, si les machines à laver, elles durent 100 ans, en fait, vous avez un déséquilibre entre, d'un côté, les biens et services disponibles dans l'économie, et de l'autre, le cycle de création et destruction de l'argent, ce qui crée aussi des déséquilibres. Par exemple, si vous créez des machines à laver qui durent 100 ans, ben vous auriez tellement de machines à laver sur le marché que vous ne sauriez plus quoi en faire. Et il y aurait ce qu'on appelle la déflation. La déflation, c'est une baisse des prix. Il y a tellement de machines disponibles, il y a un certain montant d'argent, donc vous avez aussi un cycle. Le cycle de création-destruction de monnaie doit correspondre aussi à un cycle de création-destruction de biens et services de l'autre côté. Ça, on va y revenir plus tard quand on va parler d'obsolescence programmée. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait avant les banques? Eh bien, le troc, ça a existé, mais c'était vraiment des parenthèses, c'était plutôt à petite échelle. Il y avait aussi des économies du don, mais disons que la dette a toujours été le moyen principal d'échange. D'ailleurs, même déjà de l'époque des Sumériens, hein, les premières écritures, c'était de la comptabilité. C'était pour tenir un registre de qui doit quoi à qui. Et donc, pour des économies à un peu plus grande échelle, des villages, on fonctionne avec des espèces d'ardoises pour savoir qui doit quoi à qui. Vous allez dans un bar, oui, rajoute la bière sur mon ardoise, et puis après un certain temps, vous effacez l'ardoise en rendant un service ou en faisant autre chose. Et donc les banques ne sont qu'un moyen de sous-traiter la création de ces espèces d'ardoises pour savoir de qui doit quoi à qui, et d'une manière normalement fiable, idéalement. Voilà, ici, hein, vous avez le boulanger me doit X, l'agriculteur me doit Y et le pêcheur me doit Z. Hein, donc ils tiennent tous les deux un peu un registre de qui doit quoi à qui, et alors comme ça, les biens et les services peuvent circuler dans l'économie. Donc, quelles sont les conséquences du système tel qu'on a? Ça, c'est vraiment ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir. Donc, on a un certain système et il y a un certain impact sur la façon dont fonctionne l'économie et même la réalité, l'emploi et tout ça, qui est basé, qui est dû directement à la façon dont l'argent est créé à travers les banques et la dette. Donc, ça dépend avant tout de la dette et du crédit, et le rythme de l'économie est dicté par la quantité de dette et l'échéance de la dette. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme vous devez rembourser tous les mois X milliers d'euros, vous êtes forcé de capturer cet argent dans l'économie. Vous ne pouvez pas vous dire bah, aujourd'hui je ne vais pas travailler, je suis fatigué. Voilà, c'est obligatoire. Et donc ça crée le besoin ça crée une société de consommation et de production qui est compatible avec ce système de création et destruction de la monnaie, tout simplement. Et donc c'est l'un entraîne l'autre, voyez. Et donc à ce moment-là, on essaye de créer un système de production et de consommation qui correspond aux besoins du système de monnaie-dette. Par exemple, on nous a sûrement dit, oui, on a créé des fêtes artificielles comme la Saint-Valentin, on l'a réanimée, ou la fête des pères, la fête des mères, pour essayer de lisser la courbe de consommation des gens, parce que tout simplement, on a remarqué que les gens dépensaient plus à certains moments, puis moins à d'autres, et ça n'arrange pas les entreprises, parce qu'elles, tous les mois, elles doivent rembourser le même montant de remboursement de crédit, hein, puisqu'elles ont contracté des prêts. Et si les gens dépensent moins un certain mois parce que, je sais pas, bon, ils sont en vacances ou ils sont ailleurs ou quoi, ben, c'est un peu c'est difficile à gérer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une trésorerie, il faut calculer en se disant ah oui, mais tel mois les gens dépensent moins, donc il faut garder plus de réserves, etc. Donc on essaie de créer une société où tous les mois les gens lâchent la même quantité d'argent. Et ça, on le voit avec plein d'innovations, notamment par exemple, vous avez des frigos intelligents où vous pouvez les configurer pour qu'ils rachètent automatiquement un truc dès que c'est terminé, dès qu'il n'y a plus de lait, on achète le lait directement, avec une seule marque d'ailleurs, hein, comme ça c'est la même marque, ou alors les systèmes d'abonnement. Les entreprises adorent les abonnements parce que tous les mois, elles savent que quoi qu'il arrive, vous allez payer vos 10, 30, 20 euros, peu importe. Ce qui est super angoissant pour une entreprise, c'est de ne pas savoir, c'est de se dire est-ce que le mois prochain les consommateurs vont revenir? Ça c'est super angoissant. Parce que le mois prochain, le banquier va demander son remboursement de prêt. Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Mais est-ce que les clients vont revenir? Ça c'est pas certain. Donc les gens doivent consommer à un rythme régulier et stable. Et donc on essaye de transformer l'économie et les citoyens aussi en bons petits entre guillemets consommateurs. Et pareil pour la production. Il faut aussi produire à une cadence qui est en miroir en fait de la croissance de la dette. Donc une entreprise, par exemple d'automobile, ne peut pas dire ah, le marché d'automobile est saturé en Europe, c'est pas grave, on va juste entretenir le parc tel qu'il est. Non, pas possible. Hein.
On a des dettes, puis en plus les actionnaires s'attendent à avoir un certain rendement à leurs dividendes, donc il faut continuer à produire plus, avoir plus de revenus. Et alors ça, il y a plein de stratégies, hein. Il n'y a pas que produire plus de voitures, il y a peut-être, je sais pas, des services, des nouveaux services, des nouveaux abonnements, des nouveaux trucs comme ça. Et les abonnements, c'est une des choses qui fait partie de cette innovation, d'essayer de lisser la courbe de consommation pour que ça corresponde à ce besoin d'avoir des rentrées financières graduelles et stables. Et donc, quand vous voyez 100 € sur votre compte en banque, en fait, ces 100 € représentent la dette que quelqu'un d'autre doit rembourser. Donc, quand vous ouvrez votre e-banking, vous voyez l'argent que vous avez sur votre compte, dites-vous que c'est la dette de quelqu'un, qu'il ou elle doit rembourser à une certaine échéance. Et si vous le planquez sur votre matelas, ça peut créer des problèmes. Et donc ça aussi, c'est très important à comprendre, c'est que il faut que l'argent continue à tourner dans l'économie. Dès que les gens se serrent un peu la ceinture et décident de ne plus consommer, il y a d'office certaines personnes qui vont faire défaut sur leur crédit. Pas parce qu'elles sont fainéantes ou quoi, mais simplement parce que comme l'argent ne circule plus comme avant, comme cet argent en fait, que vous avez sur votre compte, comme ça représente la dette de quelqu'un qui doit rembourser une certaine échéance, si vous ne le dépensez pas, quelqu'un va faire faillite, quelque part, inévitablement. Mais donc, on en vient à pourquoi est-ce que l'argent a de la valeur? Est-ce que c'est vraiment que psychologique? Alors, je vais vous présenter un modèle qui n'est pas très courant en économie, mais c'est de renverser l'offre et la demande. Typiquement, si moi j'ai 100 € dans ma poche, je représente la demande. Et si vous avez des biens et des services, vous représentez l'offre. Vous avez l'offre de biens et de services. Mais moi, je vais dire que c'est inversé. C'est l'inverse. En fait, mes 100 € représentent l'offre d'argent. Et ceux qui sont endettés eh ben, sont en demande d'argent. Ils ont besoin, d'une manière ou d'une autre, de me convaincre, de me séparer de mes 100 € pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. D'accord? Mais donc, quand vous avez un système de monnaie-dette, comprenez bien que c'est une sorte d'achat forcé. Vous voyez où je veux en venir? Si je vous dis, tous les mois, vous devez m'apporter 10 kg de patates. Débrouillez-vous. Mais je veux voir 10 kg de patates tous les mois sur ma table. Si vous ne me les apportez pas, je vais chez vous, je saisis votre télé et je prends votre voiture. Est-ce que les patates ont de la valeur? Oui ou non? Quand même, non? Vous allez vouloir vous en procurer quand même des patates. Si je vous dis, si vous ne m'apportez pas 10 kg de patates, je viens chez vous et je vous prends votre télé. Bon, si je vous dis, tous les mois, vous devez m'amener 1000 €, vous êtes une banque, vous avez un crédit, tous les mois, je veux voir 1000 € sur ma table, ben, vos 1000 €, ils ont de la valeur. Bien sûr qu'ils ont de la valeur. Et ce n'est pas que psychologique. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent quelque part sur un compte, vous savez en fait que là, dans un pays, la Belgique, n'importe où, il y a des gens qui tous les mois, parce qu'ils doivent rembourser leur crédit, ils vont vouloir votre argent. Ils vont essayer de vous convaincre de vous en séparer en vous persuadant que vous avez besoin de l'un ou l'autre service ou bien. Alors, dans l'idéal, ils vont essayer de vous vendre quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Puisque c'est ça l'idée, c'est de se dire, ok, moi j'ai 10 000 € de dette. J'ai certaines compétences, qu'est-ce que les gens ont besoin? Tiens, il y a telle personne qui a besoin de réparer sa maison, telle personne a sa voiture qui est cassée. Ok, je vais proposer ce genre de service et on va venir chez moi et on va me donner de l'argent pour que je puisse rembourser ma dette et moi je vais rendre un service dont les gens ont besoin. Mais il y a plein de manières très peu scrupuleuses d'essayer de faire en sorte que les gens se séparent de l'argent qu'ils ont pour que les personnes qui sont endettées puissent rembourser leurs dettes. Alors bon, évidemment, il y a le marketing, il y a la publicité, il y a toutes sortes de manipulations pour essayer de faire en sorte que les gens dépensent plus. Mais vous comprenez pourquoi l'argent a une vraie valeur maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on vous force à acheter, comme bien, parce que sinon vous ne pouvez pas rembourser votre dette. Ça va? Vous voyez un peu? Donc c'est pas que psychologique. Et évidemment, ce petit bout de papier, si tout le monde dans l'économie fait défaut sur sa dette et dit moi je ne peux pas payer, évidemment qu'il ne vaut plus rien.
Mais tant que le système tourne, tant qu'il y a effectivement des huissiers qui viennent sonner chez vous pour vous enlever votre voiture, la vendre sur le marché pour récupérer ce que vous devez, en fait, l'argent a une vraie valeur. Parce que vous savez qu'il y a un nombre de personnes qui sont endettées, qui ont besoin, quoi qu'il arrive, de rembourser cet argent. Ils ne peuvent pas décider du jour au lendemain, ben non, moi je ne rembourse pas. Vous voyez? Ok. C'est vrai que cette manière de renverser l'offre et la demande, c'est pas spécialement évident à intégrer. Mais donc, faut vraiment vous dire que si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque, vous êtes quelqu'un qui offrait de l'argent. Vous représentez l'offre d'argent pour toutes les personnes qui sont endettées en face. D'accord? Et donc, les conséquences aussi de la monnaie dette, c'est qu'il y a des acteurs qui ont aussi un impact disproportionné sur l'économie et sur la manière dont l'argent fonctionne. Donc c'est un système un peu oligarchique où vous avez les banques, les gouvernements, et puis des personnes qui sont ce qu'on appelle les ultra-riches, qui décident de ce qui va être produit, qui décident de ce qui va être disponible comme produit et services, et qui ont une influence et un pouvoir de vote disproportionné sur la forme que prend l'économie, l'activité économique et l'activité humaine. Et les consommateurs ont un peu moins d'influence, puisque ils ont des salaires un peu comprimés, ils ne font le choix qu'après, c'est-à-dire qu'ils ont le choix entre Coca-Cola et Pepsi, dans le sens où les produits sont créés à la base, sur base des prêts qu'accordent les entreprises, et puis les consommateurs n'ont le choix que de ce que les banques ont bien voulu accorder comme prêt. Il y a le fait qu'ils sont surendettés, la publicité, les manipulations diverses, le marketing, et donc vous avez différents acteurs ici, comme les banques qui décident qui obtient un crédit et qui n'obtient pas de crédit, y compris les gouvernements d'ailleurs, et qui s'engagent aussi dans du lobbying. Donc ici, c'est très important à comprendre le rôle que jouent les banques en termes de création monétaire et donc accord de crédit. Par exemple, je vous donne le cas de figure suivant. Imaginez, vous êtes quelqu'un qui fait de la permaculture, vous êtes super motivé, vous avez toutes les connaissances, etc. Et vous avez un plan à très très long terme, vous voulez juste faire le bien, restaurer la terre, faire en sorte que les vers de terre soient heureux, etc. Vous allez chez une banque et elle vous dit « Ok, montrez-moi votre plan financier, et vous vous dites « Bon, ben voilà, je pense que je vais essayer de vendre sur les marchés locaux, les légumes, bio, et vous faites un truc un peu sur un coin de table. Ben, il y a très peu de chances que vous aurez votre prêt. Par contre, vous dites, moi je viens de sortir de Solvay, j'ai déjà un accord avec une entreprise en Chine qui produit un gadget, qui le produit à 1/10 du coût, et j'ai déjà prévu des importations, etc. Et j'ai déjà des gens qui ont réservé, parce que j'ai fait une marketing de masse pour leur vendre le gadget. C'est bon, hein, tapis rouge, voilà, combien vous avez besoin, monsieur? Et vous aurez, avec votre plan financier, 50% de marge ou 80% de marge. Parfait, super. Donc, on prête en fonction de celui qui est solvable, celui qui va dégager du bénéfice, celui qui est compatible en fait avec la manière dont fonctionne un système de monnaie dette. Et pas spécialement ce qui devrait exister dans l'économie, dans un terme plus absolu, en disant qu'est-ce qui est bon pour la planète, qu'est-ce qui est bon pour les gens, etc. Évidemment, le rôle des investisseurs, donc quand vous avez des investisseurs qui ont un certain poids, eh bien, ils pèsent aussi, ils contrôlent les conseils d'administration des grandes entreprises, ils font du lobbying, ils détiennent les médias. Donc voilà, cela aussi distorde plus ou moins comment les choses sont créées dans l'économie. Et évidemment, vous avez les gouvernements qui décident de la politique économique, des lois, des règlements, de la politique fiscale et de leurs dépenses. Donc ça, c'est dans un système de monnaie dette, vous avez certains acteurs qui ont un rôle disproportionné et plus grand par rapport à d'autres comme le petit citoyen, entre guillemets. Et donc, dans le système actuel, l'argent n'est injecté dans l'économie que principalement par l'intermédiaire des banques privées sous forme de prêts. Donc, ça, ce que je vous disais tout à l'heure, la majeure partie de l'argent en circulation, c'est de la monnaie dette, à 95%. Et si l'argent n'est pas utilisé à des fins productives, mais à des fins spéculatives, comme le rachat d'actions, fusion-acquisition sur l'immobilier existant, eh bien, ça crée des bulles, des pressions déflationnistes, des crises, etc. Donc ça, c'est quand les banques, par exemple, ne trouvent pas de débouchés intéressantes dans l'économie, ils peuvent se dire qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent? Bon, on va, je sais pas, on va financer des rachats d'actions de grandes entreprises, ça va faire gonfler la valeur de leurs actions, des trucs comme ça, parce que nous on en détient les titres. Enfin voilà, il y a toute une série de manipulations purement financières que les banques peuvent faire
pour que ce soit intéressant financièrement, mais qui ne servent pas du tout à l'économie, à faire tourner l'économie. Donc là, par exemple, vous avez en jaune, en rouge et en bleu la masse monétaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais dites-vous que c'est des crédits, plus ou moins. Et alors, vous avez ici donc la crise de 2008. On voit bien que la masse monétaire presque descend, baisse un tout petit peu. Et ça, c'est vraiment un révélateur de crise. Lorsque vous avez donc la masse monétaire qui croît, mais on l'a ici presque exponentielle et donc spéculative, hein. On voit aussi que c'est de la spéculation, puisque si la croissance du PIB ne croît pas à la même vitesse que la masse monétaire, c'est qu'il y a un problème. Et puis ici, ça c'est le taux d'intérêt. Vous voyez que les taux d'intérêt montent et puis baissent radicalement, avec la politique des banques centrales notamment, pour essayer de faire en sorte que les banques continuent recommencent à prêter dans l'économie, puisque sinon vous avez des conséquences graves. Et donc la crise grecque, par exemple, de la dette, elle est intervenue ici en 2010. Vous voyez que ça correspond vraiment à un moment où les banques prêtaient presque plus, en fait. Donc voilà, ça ce sont les conséquences, une des conséquences du fait d'être dans un système de monnaie-dette. Définition de l'argent. Oui. La confiance. La confiance, bien sûr, et en fait, on le voit dans différentes monnaies, différentes sociétés, en fonction du sérieux, quelque part, du système financier et de la façon dont il prête dans l'économie, l'argent a plus ou moins de valeur. C'est-à-dire qu'un pays, vous avez 2% de défaut de paiement, un PIB qui a une croissance de 5%, et un taux d'intérêt, un taux d'endettement qui est en dessous de 100% du PIB, aucun problème, tout le monde fait confiance à la monnaie, puisque les gens se disent, ok, si je prends cet argent-là, je sais que d'ici, je sais pas moi, 3 ou 4 ou 10 ans, je pourrais en faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est un pays productif où les gens qui ont pris la dette vont honorer leurs promesses et vont générer quelque chose avec. Ils ne vont pas juste partir en vacances et puis faire défaut sur le paiement. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, vous avez plein de distorsions qui sont créées par les échanges économiques où certains pays sont coincés, en fait. Puisque, en fait, c'est ça qui est tragique dans le système, c'est que il exacerbe les problèmes pour des gens qui sont déjà en difficulté et il rend les choses encore plus faciles pour les gens qui vont bien. Et donc, c'est ça qui est un peu dramatique, et c'est ce que je souligne même au niveau d'un particulier. C'est que augmenter le taux d'intérêt pour pallier au risque que vous présentez de faire défaut sur votre paiement va augmenter votre chance de faire défaut sur le paiement. Et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, on vous augmente votre assurance automobile, d'accord? Parce que vous êtes un mauvais conducteur. Est-ce que le fait que vous payez plus cher votre assurance automobile augmente votre chance de vous crasher en voiture? Pas vraiment. C'est pas vraiment de cause à effet. Mais par contre, on vous dit, ah, vous êtes un mauvais payeur, monsieur. Vous devez payer 10% d'intérêt, sinon on ne vous donne pas de crédit. Mais en vous donnant 10% d'intérêt, il faut rembourser encore plus. Donc vous augmentez encore plus les chances de faire défaut sur votre crédit. Et en fait, ça vaut au niveau d'un particulier, bien sûr, mais ça vaut aussi pour les États, bien sûr, ou pour des sociétés. Et donc vous avez un système où finalement, des gens qui sont déjà en difficulté vont être encore plus en difficulté, et donc ça n'aide pas du tout. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la politique économique et tout ça, mais il y a des distorsions énormes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si les gouvernements publiquement disent quelque chose que les marchés n'aiment pas trop, par exemple, on va augmenter les impôts sur les sociétés, on va investir dans tels secteurs sociaux, etc., qui comment dire, aux yeux de beaucoup d'investisseurs ou de banques, ne riment pas avec profitabilité ou voilà, eh bien, ils vont simplement augmenter votre risque de votre pays. Et donc, votre pays, le gouvernement doit emprunter à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui va faire en sorte que les politiques qu'il doit appliquer lui coûtent plus cher, et donc il va être encore plus sous pression pour faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est un système vraiment complètement absurde, quelque part, qui exacerbe les choses dans les deux sens et qui n'aide pas vraiment, spécialement des gens qui sont en difficulté à se redresser. Et c'est comme ça que vous avez des pays comme la Grèce qui sont obligés de dépecer, en fait, de se déposséder de tous leurs biens, vendre tous les aéroports, tous les ports, tous les biens publics, juste pour survivre,
pour rassurer, entre guillemets, les marchés, pour qu'ils aient, pour qu'on leur fasse grâce de pouvoir emprunter sur les marchés financiers en dessous de 5% ou quelque chose comme ça. Donc voilà, alors on va faire un petit exercice ensemble. C'est un peu plus compliqué, mais essayez juste d'ouvrir votre imagination et de vous dire, essayez d'imaginer le cycle de création-destruction de l'argent dans le cas d'une ferme avec plantation OGM, pesticides et tracteurs, et dans l'autre cas, un cycle de création et destruction de l'argent pour un verger bio qui ne requiert aucun investissement autre que le temps de ses travailleurs. Ok ? Donc essayez d'imaginer comment l'argent est créé à la base, comment il circule dans l'économie et comment il revient à la banque. Et je vais vous dire après la leçon, entre guillemets, qui est très intéressante d'un point de vue écologique aussi. Fondamentalement, il y a une incompatibilité d'un système basé sur la dette avec certains modèles économiques d'entreprise. En gros, la nature ne doit rien donner gratuitement dans un système de monnaie-dette. Parce qu'imaginez le cas de figure suivant. Donc, comme vous l'aviez bien dit, vous aviez un fermier qui travaille avec des OGM, des tracteurs et, c'était quoi que j'avais dit, des pesticides. Donc, il doit d'abord faire un emprunt massif. Admettons 1 million d'euros. Okay ? Puis, il achète tous ses biens. Donc, le million d'euros va à l'entreprise qui fabrique des OGM, des tracteurs et des pesticides. Ensuite, ces entreprises payent leurs travailleurs avec cet argent, donc ils ont un salaire. Et puis, ces travailleurs peuvent aller acheter les produits du fermier qu'il amène dans les magasins. Et ensuite, ce fermier récupère son argent et peut rembourser sa dette. Donc l'argent a fait un tour dans l'économie. Si vous prenez une ferme permaculture bio, admettons peut-être qu'elle a besoin d'un premier investissement. D'accord. Mais une fois que tout est là, plus besoin d'avoir un prêt. Donc, une fois que la ferme est là et qu'elle tourne, si personne n'emprunte d'argent et qu'il n'y a rien comme argent dans l'économie, le fermier, il prend le temps qu'il a à lui, qui ne lui coûte rien finalement, hein, il est juste là, il a du temps à disposition, hein, il va cueillir tous ses fruits, etc. Il les amène sur le marché et problème, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour l'acheter, puisqu'il n'y a pas eu d'argent créé pour justifier l'existence de ces biens dans la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est ultra important à comprendre, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup d'écologie et de nature. C'est qu'un système de monnaie-dette doit rendre tout ce que la nature fait gratuitement, elle doit le rendre payant d'une façon ou d'une autre. Il faut qu'il y ait un crédit qui soit généré pour tous ces services que la nature vous rend gratuitement. Parce que sinon, il n'y a personne pour l'acheter, il n'y a pas d'argent pour l'acheter. Je veux dire, si tout le monde fait ça, si tout le monde a ses serres bio dans son jardin, et que tout le monde va juste cueillir ses tomates et puis l'amène sur le marché, ben il est où l'argent pour faire circuler ses biens? Puisque l'argent est créé par de la dette. Si vous n'avez jamais besoin d'emprunter et que vous faites juste tourner votre serre dans votre jardin, alors il faudra vous échanger des tomates contre des carottes, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Sauf que les clients, ils ont quand même de l'argent. Eh bien, l'argent, ils l'ont parce que quelqu'un, quelque part, a emprunté de l'argent. Parce qu'il avait besoin d'investir dans quelque chose. Mais donc, imaginez plutôt maintenant une économie vraiment qui, à plus grande échelle, fonctionne avec des choses où vous n'avez plus besoin d'injection d'argent comme ça, d'investissement ou de prendre un crédit vis-à-vis des institutions financières. Ça pose un vrai problème, en fait. Pour l'instant, ça va, c'est marginal. Hein. Ça représente quelques pourcentages en économie, donc c'est pas grave. Mais entendons bien que ce que vous vendent les projets écologistes, c'est de faire ça de plus en plus grande échelle. Justement, des économies où on n'a plus besoin d'injecter tous ces trucs, où il y a plus de dépendance vis-à-vis des graines qui sont brevetées qu'il faut racheter chaque année, des tracteurs qu'il faut renouveler chaque année, des pesticides qu'il faut racheter chaque année, avec de plus en plus de crédits. Donc vous avez, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a vraiment un système de monnaie-dette crée une incompatibilité entre certains modèles économiques que l'on voudrait aujourd'hui mettre en avant et la manière dont ils fonctionnent intrinsèquement, ces caractéristiques intrinsèques. Et donc, c'est ça une de mes frustrations, j'y viendrai tout à la fin, c'est qu'on en parle très rarement malheureusement. Ensuite, ça on l'a vu avec mon exemple de machine à laver, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté
à passer à une consommation et une production durable en raison de la dépendance à la croissance et donc l'obsolescence programmée. Si vous créez des machines effectivement à laver qui tiennent 100 ans, ça ne peut pas fonctionner dans un système de monnaie dette. Voyez ? Et donc c'est ça qui est un peu hasardeux ou bizarre, c'est que d'un côté, il y a les gouvernements qui sont là, qui veulent lutter contre l'obsolescence programmée, qui font plein de lois, etc. Et de l'autre côté, un impératif pour les entreprises. Il y a des entreprises qui le font plus ouvertement que d'autres. Par exemple, Apple, ils ont vraiment presque une politique de destruction des vieux iPhones. Et ils ont même été surpris à mettre des mises à jour qui ralentissent exprès leur téléphone. Et le marché de vente de seconde main d'iPhone est très découragé. D'ailleurs, ils détruisent une quantité d'iPhone pour inciter à acheter de nouveau, puisque c'est le modèle économique. Vous avez une question? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que ce problème de l'obsolescence programmée, il existe depuis, je ne sais pas moi, 30 ans, 40 ans, mais 40 ans, ça n'existait pas. Donc l'économie fonctionnait quand même. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand vous avez initialement, quand les premiers biens arrivent sur le marché, tout ça, ça va. Mais une fois que le marché est saturé, c'est là que le problème arrive. Par exemple, le marché automobile n'a pas été saturé avant les années 90. Voilà. Je dirais, il y avait encore une possibilité d'expansion. Et donc c'est ça le souci, c'est qu'à partir du moment où vous avez rempli toutes les maisons avec des machines à laver, ben maintenant elles ne peuvent plus tenir 50 ans, elles doivent tenir 20, puis 15, puis 10, et puis il faut vendre des services en plus, puis il faut des abonnements, etc. Parce que le système de monnaie dette fait que si vous ne pouvez pas vous développer et croître en vendant plus de biens, plus de ménages, vous devez trouver un autre moyen. Alors ça peut être la durabilité des biens, ça peut être la vente d'un abonnement de maintenance à distance ou je sais trop quoi, je veux dire, ça peut être autre chose. Hein. Maintenant il y a des applications avec des smart trucs où vous pouvez configurer les trucs, peut-être que vous devez payer 10 € par mois, vous pouvez configurer le fait que votre machine à laver est lancée au milieu de la nuit ou je sais pas trop quoi. Bon, voilà, il faut toujours réfléchir à ça. Mais l'obsolescence programmée est un des problèmes qui est lié à ça, au système de monnaie dette. Donc voilà. C'est une des conséquences d'être dans un système de monnaie dette et donc d'avoir une croissance obligatoire. Alors, un autre problème, c'est de ces systèmes est le ruissellement vers le haut. Alors, on entend parler du ruissellement vers le bas, ça c'est ce qu'on aimerait bien vous vendre, hein, c'est cette idée que l'argent, il part d'en haut et puis il ruisselle dans les poches de tout le monde, surtout les plus pauvres à la fin. En fait, vous avez surtout l'effet inverse, c'est un ruissellement vers le haut, c'est-à-dire que si vous avez des personnes qui sont des investisseurs très riches, vous avez au fur et à mesure du temps, mais ça on peut le voir avec Piketty et ses graphes et tout ça, hein, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les entreprises, comment dire, elles rémunèrent de plus en plus le capital et de moins en moins le travail. Et donc vous avez des travailleurs qui sont de moins en moins bien payés, des investisseurs qui reçoivent de plus en plus d'argent et de dividendes et de profits. Sauf que dans ce système de monnaie dette, si d'un côté l'argent s'accumule ici et n'est dépensé peut-être aux Bahamas mais pas ici, et que d'un autre côté la dette grandit puisque les employeurs, les travailleurs doivent continuer à emprunter pour qu'il y ait de l'argent dans l'économie, à un moment donné le système s'écroule. Et donc ce n'est pas un problème en fait qu'il y ait des personnes qui soient ultra riches, mais il faudrait qu'elles dépensent leur économie, leur argent ici, puisque l'argent qui est sur leur compte, par défaut, représente la dette de quelqu'un. C'est impossible qu'ils aient, donc que s'ils ont 10 milliards sur leur compte, à vue, bon, ils ne l'ont pas, hein, c'est pas comme ça qu'ils ont leur argent, mais admettons, ces 10 milliards représentent la dette de quelqu'un, des entreprises, des citoyens, etc. Et si ces 10 milliards, ils l'investissent aux Bahamas, cet argent, il ne revient plus dans l'économie, et donc il y a un trou. Il y a un trou là, qu'il faut combler par quoi? Par de nouveaux crédits. Et à un moment donné, cette situation devient insoutenable. Et donc c'est au-delà d'être un problème d'inégalité, d'éthique, etc., c'est un problème de stabilité en fait économique et monétaire et financière. Cet argument des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'ultra riches dans l'économie, au-delà d'être un problème éthique, est surtout un problème de stabilité financière et économique. Et je préfère en fait cet argument, puisqu'après si on se met dans des débats d'éthique, de se dire oui mais finalement ils l'ont peut-être mérité, ou je sais pas moi, ou alors et c'est pourquoi on leur prendrait cet argent, c'est pas juste, etc. Ici c'est simplement de dire avec un système de monnaie dette, si quelqu'un accumule trop d'argent de son côté et ne le dépense pas,
ça va créer vraiment un problème pour l'économie. Il y a des gens qui vont faire défaut sur leur paiement, sur leur dette, ou alors ils doivent s'endetter encore plus, ce qui crée de l'instabilité. Et donc, c'est une autre manière de se dire, d'argumenter en fait pour une économie, une société un peu plus égalitaire, qui va au-delà des arguments purement éthiques en fait. Vous voyez. Est-ce que c'est plus ou moins bien compris ça? Oui. Mais si l'investisseur a réinvesti ou a dépensé aux Bahamas, c'est embêtant pour l'économie de la Belgique, mais au niveau mondial, ça a tourné. C'est ça le truc, c'est que justement, donc idéalement, ce qui devrait se passer, c'est que les personnes qui, par exemple, ont reçu, je sais pas moi, un constructeur de yacht ou quelqu'un qui a vendu des terres aux Bahamas, va redépenser cet argent en Europe. Et donc ça, il n'y a pas de problème. En fait, si les ultra-riches dépensaient tout leur argent là où ils l'ont capté, entre guillemets, donc ils réinjectaient, ils retrouvaient son chemin, ils se frayaient de nouveau un chemin dans l'économie où cet argent a émergé, il n'y aurait pas de souci. Le problème, c'est quand vous avez un pays qui s'endette, puis l'argent quitte le pays, puis il n'y a plus d'argent pour rembourser les crédits qui ont été contractés dans ce pays-là. Là, ça crée des déséquilibres énormes. D'où toutes les politiques qui essayent de rapatrier les capitaux, avec plein d'arguments, que ce soit des niches fiscales, parce que voilà, ce qu'on a entre guillemets besoin, c'est d'inciter ceux qui ont capté l'argent à le redépenser dans l'économie. Mais en fait, on a déjà vu au niveau micro, c'est-à-dire que quand on avait ce cas de Alice et de Bob, vous vous souvenez, c'était une économie à 2 personnes. Admettons qu'il y avait 0% d'intérêt, d'accord? Donc Alice a emprunté pour 100 € pour s'acheter de nouvelles chaussures, elle a donné les 100 € à Bob. Elle doit rembourser 100 € à la fin du mois. Mais si Bob dit « moi j'ai besoin de rien », qu'est-ce qu'elle peut faire? La mettre à la banque. C'est Bob qui a mis l'argent à la banque, mais Alice ne peut pas rembourser à la fin du mois. Donc elle doit convaincre Bob de se séparer de ses 100 € d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un pouvoir qui est conféré à ceux qui ont beaucoup d'argent dans l'économie face à des personnes qui sont désespérées, qui doivent absolument rembourser. C'est qu'elles ont une marge de manœuvre. Elles peuvent dire, moi, si tu veux mes 100 €, il va falloir que tu cires mes chaussures pendant un an. Quelque chose comme ça. Enfin, en gros, ils peuvent vous faire chanter quelque part, vous faire vendre en dessous de ce que vous valez, puisqu'il y a un déséquilibre au niveau du pouvoir, quoi. Parce que quoi qu'il arrive, à la fin du mois, vous devez absolument rembourser. Bob, il ne doit pas spécialement dépenser les 100 €. Il peut les dépenser maintenant, comme dans 2 mois, voilà. Et donc Alice, soit elle peut essayer de convaincre Bob de lui rendre les 100 € d'une manière ou d'une autre, quitte à se prostituer, quitte à dire non mais c'est bon, je vais laver tes vitres pendant un an, voilà. Ou alors elle peut convaincre la banque de refinancer son prêt, donc juste de repousser l'échéance en fait. Juste dire, empruntez-moi, je vais réemprunter 100 € et je vous rembourse les 100 € et puis ça repousse l'échéance à un mois. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, elle peut laisser la banque venir saisir ses chaussures et la banque va les mettre aux enchères. Et là, Bob peut rafler les chaussures qu'il a vendues à Alice pour 20 € par exemple. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que donc c'est comme ça que vous pouvez avoir des phénomènes de ruissellement vers le haut, où finalement ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent en avoir encore plus, beaucoup plus facilement, puisque en phase 2, il y a des personnes qui sont endettées, qui n'ont pas le choix, et qui donc, du coup, n'ont pas le luxe de dire quoi, vous me proposez ce travail pour ce salaire de misère, mais pas question. Moi, je vais attendre qu'une meilleure opportunité se présente. En fait, quand vous êtes endetté, l'opportunité, soit vous allez travailler, soit la banque est à votre porte et saisit le peu que vous avez. Ou alors vous allez être forcé de travailler d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, ça crée des déséquilibres de pouvoir et surtout quand vous ne contribuez pas finalement à faire circuler l'argent dans l'économie, ça crée de vraies distorsions dans le système. Vous voyez ? Donc en soi, si quelqu'un d'ultra riche achetait 1000 voitures, pas de problème, puisque cet argent va retourner dans l'économie, les salaires des gens, puis ils vont rembourser le crédit, etc. Mais c'est bien ça le problème, c'est que les ultra riches, ils n'ont pas 100 estomacs pour se payer 100 restos. À un moment donné, il y a des limites à ce qu'ils peuvent acheter, et donc à ce qu'ils peuvent même dépenser. Il y a des ultra riches qui ne savent plus quoi faire de l'argent. Je dirais Elon Musk,
qu'est-ce qu'il va faire avec ces centaines de milliards, quoi. Mais au-delà des arguments un peu éthiques, de se dire, bah tiens, est-ce que c'est juste que des personnes soient si pauvres et d'autres si riches, en fait, dans un système de monnaie dette, ça crée de vrais problèmes systémiques, en fait, de stabilité du système, au-delà même des arguments éthiques. Donc voilà, et alors aussi, c'est ça un peu ce que je reproche à beaucoup de conférences auxquelles j'ai participé moi-même, hein, c'est qu'on peut tout changer, on peut tout remettre en question, on peut réfléchir à plein de solutions différentes, mais on ne peut pas proposer d'alternative au système de monnaie dette. Ça, vous n'entendrez jamais, quasi jamais à une conférence, remettre en question la façon dont l'argent est créé. Donc de se dire, eh ben finalement, on ne va plus laisser les banques privées créer l'argent, on va trouver d'autres solutions. On ne va plus créer l'argent à travers la dette. Et donc ça crée un peu un goulot d'étranglement, puisqu'on discute de tout. On discute de la politique fiscale, on discute de comment est-ce que... Et même, vous voyez, des économistes que je respecte beaucoup, hein, comme Gaël Giraud, par exemple, qui est un économiste brillant, qui propose toute une série de manipulations avec les banques centrales qui peuvent racheter des titres boursiers ou même les bons d'État, qui mettent ça dans leur bilan, parce que la banque centrale, il faut savoir, parce que je vous avais montré la comptabilité double, vous vous souvenez, ça doit être à l'équilibre. Les banques centrales peuvent être en négatif ad vitam aeternam, et ça pose pas de problème. Ce qui est fou. C'est-à-dire qu'elles pourraient être en faillite totale, les banques centrales, mais comme elles ne peuvent pas faire faillite, puisque c'est des banques centrales, elles peuvent avoir dans leur passif, on va dire, ou dans leur bilan, des actifs pourris, des trucs qui valent rien, des bons du trésor qui valent rien du tout, et ça pose pas de problème. Donc ils essaient de faire toutes des solutions comme ça, où pour investir dans la transition, qui n'est pas spécialement quelque chose qui va rapporter de l'argent, qui va coûter surtout de l'argent, qui ne va pas être un truc qui va générer des milliards en profit, de donc financer cette transition par les banques centrales qui rachètent des titres ou des bons du trésor à l'État, ou des bons d'État, et l'État, avec cet argent, maintenant, il peut investir dans la croissance durable. Mais donc, c'est toutes des façons de contourner la question de, oui, mais au final, c'est quand même les banques privées qui sont responsables de la majorité de la création monétaire, et qui financent les États aussi, d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'on garde ce système-là ou pas? Et comme il y a très peu de vision pour l'avenir, ou que c'est trop compliqué, ou que c'est trop risqué, ou voilà, il y a cette peur de proposer des alternatives au système de monnaie dette. Et donc vous avez, en fait, dans mon expérience en tout cas, en tant que lobbyiste, je vois bien qu'il y a d'un côté les gouvernements qui promettent toute une série de mesures, et puis vous avez le système de monnaie dette tel qu'il fonctionne, qui est totalement incompatible avec les mesures qu'ils vous ont proposées. Et les deux ne collent pas. Donc quand on vous dit par exemple il faut une société, et là je vous ai mis ici Beyond Growth, hein, c'est une conférence annuelle du Parlement européen, assez populaire, plutôt les Verts européens et la gauche, etc., qui propose d'aller au-delà de la croissance, mais tant que vous êtes dans un système de monnaie dette, c'est pas possible. Mathématiquement, ou la manière dont le système fonctionne, c'est juste pas possible. Vous devez avoir de la croissance qui est en miroir de l'augmentation de la dette et des intérêts qui est appelé sur la dette. C'est juste... voilà. Et donc c'est assez malaisant. Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de solution. Là. Mais non, attention, c'est le premier cours. Hein. Donc je vous ai dit, le cours numéro 2, c'est justement sur les alternatives. Mais c'est juste pour dire que malheureusement, parce que c'est un peu le... En anglais, on dit sacred cow, c'est le truc qu'on ne peut pas toucher, quoi. On peut tout remettre en question, sauf ça. Mais le problème, c'est que si on ne remet pas ça en question, tout le reste sont des mesures un peu superflues, où finalement, vous voulez aller dans un sens, et vous allez être retiré dans l'autre sens, inévitablement, puisque vous n'avez pas solutionné la base même du problème. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Ben voilà, je serais content de vous voir au cours numéro 2, puisque ce sera le sujet du cours numéro 2. Mais en fait, d'un côté, il y a les alternatives, il y a surtout comment on passe d'un système à un autre. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que vous vous souvenez, quand on est passé des francs belges aux euros, ça a été un long processus quand même. Moi, je l'ai plus ou moins vécu, j'avais 18 ans ou 19 ans à l'époque, où finalement, sur votre compte en banque, vous aviez, d'abord il y avait des francs belges, et puis en dessous il y avait des euros, puis ça s'est inversé, puis
dans les supermarchés, il y avait les deux prix qui étaient là, puis on a un peu mis les euros un peu plus grands. Et puis, oui, ça a pris des années. Et donc, c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, en fait. Alors, il y a des économistes qui ont quand même, comme Bernard Werner, qui a des solutions où les gouvernements interviendraient un peu plus directement dans la façon dont les banques émettent du crédit. Et donc, ils interviendraient sur... donc, c'est presque comme s'ils forceraient les banques à donner un certain montant de crédit pour des projets écologiques ou des trucs comme ça. Donc les banques auraient un cahier de charges à respecter en disant dans les crédits qu'on accorde, on est obligé de au moins 20% du crédit qu'on accorde, ça doit être pour des entreprises sociales ou ça doit être pour des projets comme ci ou comme ça. Alors, il y a des pour et des contre. Le problème, effectivement, c'est que vous créez une distorsion dans le marché. Et donc, le marché, c'est quelque chose de très très complexe avec l'offre, la demande, beaucoup de décisions économiques qui sont faites tout le temps. Et si vous obligez les banques à faire l'une chose ou l'autre, vous pouvez vous retrouver avec des entreprises qui sont subsidiées alors qu'elles devraient mourir. Et donc voilà, il y a plein de problèmes qui peuvent que si tous les pays sont d'accord de travailler de la même façon, déjà, sinon ça va créer des déséquilibres entre pays. Déjà il y a ce problème-là, où il y a finalement de la concurrence déloyale en fait. Donc, et ça c'est déjà un grand sujet. Sur qu'est-ce qui fait un subside d'État ou pas, entre Boeing, Airbus, Renault et toutes les entreprises en fait qui sont tellement grandes et qui représentent une fierté nationale et qu'on ne laisse pas mourir parce qu'on se dit tiens, ce serait catastrophique si Renault, PSA et tout ça faisaient faillite, et donc on essaie de contourner les lois pour les refinancer d'une manière ou d'une autre, en donnant des garanties, en essayant de faire ça avec des banques, en coopération avec des banques pour sauver des entreprises. Mais tout ça, ça crée des distorsions dans l'économie. Mais ce qui est aussi un peu tragique, finalement, je ne l'ai pas mis ici, mais une des conséquences aussi du système de monnaie-dette, c'est qu'il n'y a pas de modèle d'extinction naturelle d'une entreprise qui aurait fait son temps. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'arrêter progressivement les activités d'une entreprise à petit feu, comme ça, en disant, tiens... je sais pas moi, Renault, il voit que le marché des voitures est saturé, on va diminuer le nombre de voitures qu'on produit chaque année jusqu'à arriver à 0, et puis licencier progressivement les travailleurs. Ça n'existe pas en fait, ça. C'est soit c'est une banqueroute où ça se crache d'un coup, ou alors on doit reprendre, continuer, ou alors ce qui existe parfois aussi, c'est qu'on découpe l'entreprise en petits morceaux qui sont rachetés par différents compétiteurs, mais qui doit être profitable quand même. Et en plus, quand vous faites ça, il y a toujours quelqu'un qui y perd d'une manière ou d'une autre. Et la plupart du temps, les banques s'arrangent pour que ce soit les États qui y perdent, les citoyens qui doivent casquer derrière. La crise de 2008, c'est les citoyens qui ont payé. Il ne faut pas rêver. Mais on l'a quand même fait avec le charbonnage, par exemple. Les charbonnages, oui, mais les charbonnages étaient quand même, c'était une entreprise étatique pour beaucoup. Il n'y avait pas... Enfin, parfois c'est semi-privé, semi-public. Vous voyez, quand vous avez des sociétés comme la SNCB ou des choses qui sont un peu publiques, ou qui ont de l'argent public, alors c'est possible. D'ailleurs, c'est possible dans le mauvais sens du terme. Vous avez, sous le communisme, vous avez des entreprises qui tournaient à perte et qui étaient subsidiées par l'État pour continuer à tourner. Donc ça, c'est un autre truc pervers de quand c'est public, vous pouvez avoir le contraire. Mais pour pouvoir avoir... Et d'ailleurs, c'est une solution qui est proposée. Par exemple, c'est de racheter, par exemple, les entreprises pétrolières, de les renationaliser en sens, mais de les racheter pour qu'elles deviennent étatiques et pour que l'État puisse donc gérer le fait de cette transition, de les faire mourir à petit feu, puisque les États en ont la capacité. Ils peuvent décider que ces entreprises vont faire des pertes annuelles de X qui peuvent compenser par les impôts ou d'autres manières de gérer. Mais l'entreprise privée ne peut pas faire ça. Elle a besoin d'aide d'une manière ou d'une autre pour effectuer cette transition. Voilà, donc en fait, ici, mon objectif, c'était donc de vous montrer le système de monnaie-dette, comment il fonctionne, ce qu'est l'argent. Et donc l'argent, c'est la dette de quelqu'un. Ça vient d'un prêt à la base, d'une banque, qui doit être remboursé à une certaine échéance. Et aussi les conséquences de la manière dont ce système est configuré. Et que souvent... en anglais, il y a un dicton qui dit « It's a feature, not a bug ». Ça veut dire c'est une caractéristique même normale du produit, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il y a du fait que le système
financier est un système basé sur la dette, ça a certaines conséquences qui sont ce qu'elles sont, puisque c'est la façon dont le système fonctionne, qui sont inhérentes au système et qui nous font expérimenter certains problèmes dans certains domaines, comme le domaine écologique, comme le domaine de stabilité financière, de dépendance à la croissance, de plein de choses, d'obsolescence programmée, du fait que la nature ne peut rien donner gratuitement, sinon c'est un peu incompatible avec le système de monnaie-dette, et plein d'autres choses. Hein, il y a d'autres conséquences liées à ça, mais qui sont intrinsèques au système. C'est-à-dire que tant que vous ne changez pas de système, ça, ce sont juste des effets secondaires, si vous voulez, de la façon dont le système est configuré, dont il fonctionne. Voilà. Et donc, dans le prochain cours, nous allons regarder les autres modèles de création monétaire, parce qu'il y en a d'autres qui ont plus ou moins été expérimentés. Soit ça peut être par exemple des monnaies locales, des monnaies secondaires. On va voir le cas de la Suisse, par exemple, qui est un cas super intéressant. Il y a des nouvelles théories monétaires qui ont émergé ces dernières années. Et puis, évidemment, il y a la blockchain et les crypto-monnaies qui sont une manière d'émettre de la valeur. C'est pas vraiment de la monnaie, mais voilà. Les termes sont un peu complexes ici, qui n'a rien à voir avec un système de monnaie-dette. Et qui a aussi certaines conséquences. Donc, je vous laisse un peu de temps pour des questions, un feedback. Voilà, vous avez mes contacts. Et je vous passerai l'enregistrement une fois qu'il sera en ligne si vous avez besoin de revenir à ça, et aussi les slides du PowerPoint en PDF. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et en ligne aussi. Hein, vous les donnerez à Mathias? Oui, je les donnerai à Mathias, il pourra les faire circuler. Des questions par rapport au contenu, des réflexions? Ne vous inquiétez pas, c'est la fin de mon cours, hein, après le cours 3, c'est très positif. Là, on a l'impression de se dire mon Dieu, ça va être horrible. Et voilà, c'est vrai qu'on, pour moi, on arrive à un moment un peu de crise. Hein. La crise de 2008 n'a pas du tout été résolue. Et il y a des tensions de plus en plus grandes dans le système. Et quand vous parlez à des économistes, tout ça, ils disent ce système, il est dopé, mais c'est artificiel, quoi. Notamment avec le Covid qui a exacerbé énormément les choses, puisque les États ont dû s'endetter à hauteur de, je sais pas, 10 ou 15, ils ont tous pris 10-15% sur le ratio dette PIB pour pouvoir financer en fait ce trou dans la consommation, dans la production lié au confinement, quoi. Et aussi, quand on regarde les bourses et la valeur des bourses aujourd'hui, elles ont fait x3 en l'espace de 10-15 ans. Mais est-ce que ça reflète réellement la valeur de ces entreprises, la valeur réelle? Est-ce qu'elles ont vraiment vendu 3 fois plus de biens? Est-ce qu'elles ont fait 3 fois plus de profits? Non. Donc il y a une surévaluation de la bourse. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de flancher. Et ce qui est intéressant, c'est que historiquement, les autres systèmes de monnaie-dette, donc même il y a 5000 ans, pratiquaient ce qu'on appelle un debt jubilee, donc une espèce de reset périodique de la dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils voyaient bien que ce système aboutissait à une limite, hein, de déséquilibre, et donc ils effaçaient les ardoises de tout le monde, on repartait à zéro, puis on recommençait. Et finalement, je ne sais pas si je viens de jouer d'acheter un Monopoly et je joue avec mes enfants. C'est la leçon du Monopoly. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous continuez avec ce système-là, il y aura quelqu'un qui va acquérir la plupart des biens, la plupart de la richesse, et puis les autres font banqueroute, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus que redistribuer l'argent et recommencer à zéro. Ce qui se passe tout de même, ce qui s'est déjà passé par le passé, c'est-à-dire que la crise des années 30 était une forme de reset. C'est-à-dire quand vous avez en Allemagne par exemple une hyperinflation où l'argent ne vaut plus rien, il faut acheter du pain avec une brouette pleine de billets, ça force un espèce de reset monétaire complètement nouveau, quoi. Et vous avez ça dans d'autres pays comme le Venezuela aujourd'hui, ou d'autres pays qui commencent à subir, le Liban par exemple. Mais donc voilà, je ne vais pas dire que c'est la fin de l'euro d'ici 2 ans, hein, je ne dis pas ça, mais je dis qu'on est vraiment on sent en fait arriver toutes ces contradictions qu'il y a à l'intérieur d'un système de monnaie-dette arriver à une certaine limite.
Il y a des cycles dans ces systèmes de monnaie-dette qui sont bien documentés, qui ont bien été documentés par des gens comme Ray Dalio, qui est un investisseur très très connu, qui est à la tête d'un des plus grands fonds d'investissement du monde, qui parle de ces cycles qui sont sur 70, 90 ans, où au bout de 90 ans, un système de monnaie-dette arrive à un moment de contradiction extrême et doit se resetter. Et à ce moment-là, c'est justement l'opportunité pour discuter d'alternatives. C'est un bon moment pour transiter vers autre chose. Comme Bretton Woods, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une façon de recommencer avec un nouveau système. Voyons voir ce qui va se passer pour le prochain événement de ce type-là. Mais justement, dans ce cadre-là, il y a une expression qui court, on n'a qu'à faire tourner la planche à billets. Ça correspondrait à quoi, finalement, puisque les États n'ont pas le pouvoir de créer l'argent? Et en fait, si, donc c'est justement la planche, faire tourner la planche à billets, c'est juste, c'est parler de création de monnaie via la banque centrale. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire l'État émet des bons d'État, le gouvernement émet des bons d'État, qui sont directement achetés par les banques centrales à la valeur que l'État veut. Et donc l'État remplit ses poches à coût de 100, 200, 300 milliards. Et puis avec ces 300 milliards, peut aller subsidier ou envoyer de l'argent à diverses parties de l'économie qui ont besoin d'être stimulées, entre guillemets. Mais c'est ce que l'État américain a fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, durant la période Covid, chaque Américain a reçu un chèque de $1 200 ou je ne sais plus trop combien de consommation, entre guillemets, pour relancer la consommation et l'économie. Alors, ça fonctionne, mais ça fonctionne seulement si, derrière les dépenses, la manière dont tourne l'argent dans l'économie, derrière ces dépenses, les entreprises embauchent, investissent, produisent plus. Si tout ce qu'elles font avec cet argent, c'est merci beaucoup, on va juste écouler notre stock invendu, et puis ensuite on va donner cet argent aux investisseurs et embaucher personne, investir dans aucune nouvelle machine et pas envisager de produire plus, alors cet argent va juste créer de l'inflation. Voilà. Et c'est un peu la situation qu'on a eue là maintenant avec évidemment l'inflation là, elle a été due en grande partie aussi du choc, à cause du choc de l'énergie qui après va rentrer dans tous les autres secteurs, affecter tous les autres secteurs avec la Russie, avec le pétrole, avec le gaz et tout ça, et l'électricité. Mais c'est aussi parce que quand l'État dépense de l'argent à coût de 200 ou 300 milliards, c'est très difficile pour lui de cibler et d'être sûr que ce soit bien utilisé. Exact, c'est très très difficile, très compliqué. Alors que les banques, puisqu'elles font des prêts, elles sont censées vérifier le bilan des entreprises, regarder si elles sont viables financièrement, quels sont leurs plans, quels sont ceci, quels sont cela. C'est une façon de décentraliser la décision de création monétaire et donc c'est du sur-mesure. Alors les États essayent de faire ça parce que pour avoir des subsides, il faut remplir des paperasses et tout ça, mais c'est pas la même chose qu'une banque. C'est pas les mêmes critères, c'est pas les mêmes logiques. Puisqu'en plus l'État, quand il vous donne un subside, il n'y a pas d'obligation de rembourser avec 5% d'intérêt, et donc vous ne devez pas avoir un plan qui vous montre que vous allez être rentable et que vous allez produire plus ou plus efficacement ou embaucher, etc. Donc moi j'aime bien l'image quand vous essayez de relancer une économie avec ces systèmes-là, c'est comme si vous essayez de tuer un moustique avec un marteau, un gros marteau piqueur là. Vous allez taper partout dans l'économie, ça va créer beaucoup de dégâts et vous n'êtes pas sûr d'avoir tué le moustique. Le problème sous-jacent. Et c'est un peu ça le problème qu'on voit avec il y a beaucoup d'exemples de ça. Par exemple, la crise de 1998 en Asie était liée à la spéculation dans le mobilier professionnel parce que les pays asiatiques, les tigres asiatiques étaient en plein boom. Donc il y a eu un investissement massif dans des buildings professionnels, des buildings pour des entreprises, qui ont tous vu le jour quasi simultanément sur le marché. Il n'y a pas eu assez d'entreprises pour les acheter ou pour les louer. Et ça a créé des effets de défaut de paiement en cascade qui ont même provoqué une crise économique au niveau mondial. Mais ça, c'est un problème qui contamine l'économie tout entière. Et les États n'ont pas d'instruments fins à leur disposition pour pouvoir empêcher juste ce secteur-là qui est en train de surchauffer
d'exploser, tandis que le reste de l'économie, il n'y a pas de problème. Je veux dire, pour tout le reste, pour ce qui est de l'immobilier des particuliers, pour ce qui est de, je sais pas moi, la production de biens et de services, tout ça, rien, aucun problème. Il y a juste ce petit secteur dans lequel il y a eu trop d'investissement et trop de spéculation, et à cause de ce secteur-là, ça a contaminé tout le reste de l'économie. Mais il n'y a pas d'outil à disposition pour dire, tiens, vous téléphonez aux banques, vous dites, à partir de maintenant, vous faites un crédit avec un taux d'intérêt de 10% pour quand c'est un immeuble professionnel et pas pour les autres. Parce qu'on voit qu'il y a une surchauffe dans ce secteur-là. Il n'y a pas. Quand les banques centrales haussent les taux d'intérêt, c'est pour l'économie tout entière. Et donc c'est ça que je vous disais, que c'est comme avoir un marteau-piqueur, essayer de tuer un moustique avec un marteau-piqueur, c'est que vous allez augmenter les taux d'intérêt parce qu'il y a un petit problème dans ce secteur-là de l'économie. En fait, c'est toute l'économie qui va souffrir. C'est comme si vous aviez un feu qui se déclarait dans une ville et vous deviez appeler un tsunami pour raser la ville tout entière pour éteindre ce petit feu. C'est pas très adapté, quoi. Vous voyez ? Donc en fait, les instruments qu'on a à disposition pour essayer d'influencer l'économie d'une manière ou d'une autre sont inadaptés et grossiers, en fait. Et les banques centrales, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est augmenter les taux d'intérêt pour toute l'économie. C'est pas subtil du tout comme mécanisme. Et ça fait souffrir beaucoup de gens, ou alors ça crée des distorsions énormes dans certains secteurs. Voilà. Ouais, encore une fois, là, c'est vraiment très très détaillé, donc c'est pas du tout niveau introduction, qu'est-ce que l'argent, hein. Mais c'est toutes les conséquences qui découlent du fait de comment fonctionne ce système actuellement. Du fait qu'on est dans un système de monnaie-dette qui... et tout l'argent est créé par... la majorité de l'argent est créé par des banques privées, donc ça crée toute une série de conséquences. Voilà, j'espère que c'était... C'est vraiment interpellant, cette incompatibilité entre ce système et un système écologique. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de faire cette transition. Et malheureusement, ça devrait être la première chose sur l'agenda. La première chose à discuter, c'est de dire comment on fait. On est obligé d'avoir de la croissance, sinon on ne peut pas payer les intérêts sur la dette. Mais on doit être dans une situation où on commence à décroître. Et en fait, personnellement, je n'ai pas entendu ça formulé aussi clairement dans les conférences ou dans des discussions politiques. C'est jamais à l'ordre du jour. Moi, ça me désole. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose que j'avais envie de partager aujourd'hui aussi avec vous. Voilà.